Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour parler de lieux dits hantés. Euh, j'ai été voir Aura tout à l'heure. Si on n'arrive pas à vous faire d'enquête avant la fin de la saison, on fera sûrement une séance de Ouija chez elle, tout simplement. Et on verra comment ça nous porte. Après, je ne suis pas contre de retourner de l'autre côté. On a déjà été de faire une dernière enquête là, si ça vous branche. Alors je me connecte sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait posté une pub pour des robes et tag toutes les nanas de mes contacts. Désolée, j'ai été interrompue. C'est pas grave. Ah oui, t'es au boulot en plus. Mais bien sûr, moi non plus, Méphisto. Et même si on me contacte que c'est quelqu'un qui m'appelle d'un autre pays, si ce n'est pas un numéro qui est enregistré dans mon téléphone, eh bien, je ne réponds pas. Donc, vu que mon numéro de téléphone est affiché un peu partout, hein, sur les blogs ou quoi que ce soit, si un jour vous essayez de me connecter, de me, allez, de me contacter, n'oubliez pas, soit vous passez par WhatsApp et vous m'envoyez un message, mais ne me sonnez pas comme ça d'un numéro que je ne connais pas parce que je ne répondrai pas. Et comme je n'ai pas mis de messagerie téléphone, bah tout simplement, vous aurez une messagerie sans la possibilité de laisser un message. Mm. Ouais, j'en ai eu plein d'Italiens. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Mais je vous dis d'Angleterre, excusez-moi, mais quand j'ai vu le numéro, après j'ai été vérifier. Et puis vous savez que vous pouvez prendre le numéro qu'on vous envoie. Il y a des numéros qui sont répertoriés comme étant des spams et vous allez voir sur Google et vous le rentrez et on vous dit oui, spam d'un tel ou d'un tel. Ça aussi, ça existe. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour parler de lieux hantés. Ouais, mais t'as raison, t'as raison. Euh, sur des lieux qui sont en France. D'ailleurs, j'ai pris pour une fois pas des lieux qui sont aux États-Unis, mais des lieux qui sont en France. Il y en a un, c'est une maison à Paris, et sinon, ce sont des châteaux. Pas nécessairement. Il y en a, ils se sont fait pirater leur carte bleue ou leur carte bancaire, etc. Et voilà. I don't speak English. I speak French. I'm sorry. Welcome to the channel. Mm. Alors, le premier lieu, c'est la maison Frochou, qui est une maison dite hantée. Je vous laisse faire les motos, je me prends même pas la tête. Qui est dite hantée et qui est sur Paris. Ben oui, on parle de spam justement, bizarrement. Euh, et elle a été construite dans le style néo-gothique. Cette maison est classée monument historique et elle aurait été le théâtre d'événements mystérieux et dramatiques. Et il y a des reporters qui ont déjà été dans ces lieux. Cette maison, elle est très connue. Ouais, Kikette, il fait pas son boulot aujourd'hui, hein. Donc, direction le quartier de Pigalle. C'est à quelques pas du Moulin Rouge, dans une voie très privée parisienne qui est tenue à l'écart des allées et des venues, que se trouve la maison Frochot.
Son propriétaire, Jean-Jacques Giraud, a souvent accepté d'ouvrir les portes de ce lieu chargé d'histoire. Mais comment est-ce que l'on peut devenir propriétaire d'une maison si étrange? Eh bien, en fait, lui, Jean-Jacques Giraud, cherchait une maison pour un ami qui souhaitait un hôtel particulier pour donner des concerts pour une centaine de personnes. Et c'est alors qu'il prospectait et qu'il tombe sur cette maison et qu'il la trouve extraordinaire. Pour la petite anecdote, si son ami n'avait pas acheté, elle aurait été à Jack Nicholson. Je ne connais même pas, mais tu verras les photos. J'ai mis quelques photos. J'ai pas trop fait trop long, mais j'ai fait une mini vidéo et vous verrez, il y a la première. Je vous la passerai à la fin parce qu'il n'y a pas vraiment toute la vidéo avec tous les lieux dont on va parler fait 1 minute 30, je pense. Donc, je vous la passerai à la fin. Mais vous verrez des photos et peut-être que ça vous parlera si vous avez déjà été ou si vous avez déjà été à Paris ou si vous êtes à Paris. Donc, la maison Frochot est classée, comme je vous le disais, comme étant un monument historique et elle a pour réputation de ne pas avoir apporté le bonheur à ceux qui l'ont occupée. Pour y entrer, il faut pousser une imposante grille en fer après avoir composé un code qui change régulièrement. C'est une des premières maisons néogothiques de Paris qui a été construite en 1837. Le vitrail et la cheminée sont arrivés pour plus tard. Cette avenue, elle a attiré énormément d'artistes comme Jean Renoir, par exemple, qui ont vécu. L'artiste Toulouse-Lautrec, qui avait même inspiré son atelier de nu à cet endroit-là. Mais la maison Frochot, c'est une maison qui a connu plusieurs événements qui ont fait la légende de ce lieu. Mais si ça se trouve, tu la connais, tu l'as peut-être déjà vue. Après, c'est dans les allées privées derrière, donc c'est à voir si tu as déjà été te balader par là. Mais elle est en retrait derrière ces grilles. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que Silane Gilles, elle y a été dans cette maison. euh, faire, euh, faire une enquête. Mais là, c'est pas l'avenue hein, qui est derrière la grille, c'est la maison. L'avenue, c'est l'avenue Frochot. C'est pas loin du Moulin Rouge. Mais je pense que l'avenue, elle est accessible à tout le monde. C'est la villa en elle-même qui ne l'est pas. Il se murmure que la maison est hantée et cette légende vient d'abord de Victor Massé, qui était un compositeur de musique qui a habité là en tant que propriétaire, puis en tant que locataire. Il a attrapé la maladie de Charcot et il est resté paralysé pendant plusieurs années au fond de son lit. 100 ans plus tard, en 1986, c'est au tour de l'écrivain et critique de théâtre Mathieu Gallet de subir la même chose, même maladie. Il meurt au même endroit, dans la même position et de la même maladie que Victor Massé. C'est ensuite qu'il y a eu un assassinat dans cette maison et dans les années 60, eh bien en fait, le propriétaire
La propriétaire de la maison, c'était une femme mariée, sans enfant. Et à la mort de son mari, elle est restée seule avec la servante avec qui elle organisait des ventes fictives pour que cette dernière puisse devenir la nouvelle propriétaire. Un an plus tard, la servante est retrouvée assassinée et il n'y a pas eu d'effraction ni de vol. Le meurtrier devait probablement être un familier, mais il n'a jamais été retrouvé. Et c'est là que la maison a été fermée très 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 longtemps. Elle n'a plus été, elle n'a plus appartenu à personne pendant des années. De son côté, eh bien, Jean-Jacques Giraud n'a jamais eu de sentiments négatifs concernant cette maison. Si c'est exactement là où je pensais. Elle est fermée là, toute la rue est grillée. Ouais, d'accord, ok. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Parce que moi, j'avais toujours entendu que l'avenue Frochot, elle était accessible à tout le monde. Je ne savais pas que même l'avenue, elle était bloquée. Eh bien, c'est de ce côté-là. Ou alors, c'est des rues qui donnent dans l'avenue Frochot. Parce que si mes souvenirs sont bons, la maison Frochot, elle fait quoi? En tout cas, je suis passée devant, c'était toujours fermé. Ah bah alors c'est ça. Et lui, il va expliquer que depuis qu'il vit dans sa maison, il ne vit pas et il ne ressent pas de choses négatives. Donc voilà, il y a, euh, il y a des podcasts où il explique ce qu'il vit dans la maison, etc. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je peux éventuellement regarder si je peux vous trouver le podcast et le mettre dans le Discord. Donc c'est un genre d'interview qui a été fait où on lui a posé des questions concernant sa vie dans la maison. Donc, la maison Frochot dispose d'un ascenseur et il y a 5 niveaux. Et comme la suicide, qu'est-ce que je raconte moi? Comme la cuisine est au sous-sol, eh bien la salle à manger est au premier et l'ascenseur lui sert de monte-charge. Ah, la rue est accessible, mais l'avenue ne l'est pas. D'accord, ok, je comprends. Un carpaccio, il a été fouiné sur Google. Il a été voir sur Google Maps. Au troisième étage, Jean Giraud a aménagé un salon chinois décoré avec des soies du XXe siècle et c'est une ambiance très feutrée. Il y a un éclairage au plafond, mais il n'y a pas de fenêtre. C'est une maison qui est extrêmement étrange et plus haut, on trouve une chambre décorée avec un lit à baldaquin, des toiles de Jouy et c'était là que Mathieu Gallet et Victor Massé vivaient. Enfin, ils sont décédés, quoi. Elles ont le même nom. Bref. Oui, c'est ça. Tu as l'avenue Frochot et la rue Frochot et la maison Frochot. Mais merci pour tous ces détails, Carpaccio. Régulièrement, il y a des chaînes télévisées, des youtubeurs qui vont avec des appareils sophistiqués sur le paranormal. Et bien souvent, ils détectent 2 hommes et une femme dans cette maison. C'est vrai que je n'ai pas pensé de regarder. Attendez, restez là 2 minutes. Euh, hum, 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 hum. Je vais regarder de suite.
si, si je peux vous trouver... Je ne sais pas si je veux vous la trouver comme ça, parce que ça doit faire un bon moment que je l'ai regardé. Je regarderai si je la retrouve, je la mettrai dans le Discord, parce que je ne me rappelle même plus avec qui elle avait été dans la maison Frochot. Je regarderai. Si je la retrouve, je la mettrai dans le Discord. Regarde sur Google Maps, mais l'avenue, on ne peut pas la voir. Le Grand JD y est allé. Grand JD, je ne saurais pas te dire, mais Silent Jill, ça, je suis sûre qu'elle y a été. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a même Sylvie Vartan qui avait loué le bien, etc. Hmm. Après, c'est possible hein, qu'il était, mais j'en ai pas le souvenir. Ah que coucou. Le lieu suivant, on parle de Sainte-Geneviève-des-Brumes, le manoir. Donc le manoir de Sainte-Geneviève de Brumes. Je vais y arriver. Euh, non, Sylvie Vartan. Bah oui. Après, toutes les personnes qui ont été dans cette maison étaient des personnes qui étaient connues. D'ailleurs, comme l'a dit Carpaccio, hein, la rue est fermée, donc c'est une rue prisée. C'est pas une rue où n'importe qui a accès. Elle est plus dedans. La personne qui habite dedans, c'est Jean Giraud. Oui, elle est encore vivante, mais elle vit aux USA. Alors, ce manoir, on te paye le voyage. Allez, chiche. Euh, Ce petit manoir se trouve dans l'Eure. Il y a l'Epte, qui est un petit fleuve qui borde un parc euh, du manoir, justement, des Brumes, non loin de Bouchevilliers, donc dans l'Eure, où Tony habite. Sur ce lieu, hors du temps, il y a une ancienne commandanterie de l'ordre des Templiers qui plane depuis toujours comme une ombre, une histoire particulière qui reste là dans les murs de ce manoir. Quand on franchit le portail de ce superbe logis du XVIIe siècle, qui est niché en cœur de nature généreuse et verdoyante, ça semblerait être l'occasion de se plonger dans un havre de paix. Mais cette ancienne commanderie templière est située non loin de Bouchevilliers, comme je vous le disais, dans l'Eure, est à 2 pas du château de Gisors, dont on a déjà parlé, qui est lui-même un haut lieu au niveau occulte et qui recèle de secrets inavouables dans la profondeur de ses murs. Enfin, Alzheimer.
pas dit, hein, c'est pas parce que tu es âgé que tu as Alzheimer. Choupi. Ah, sacré choupi. Alors, il est dit que ce manoir est maudit. Selon les témoins du village, le manoir de Sainte-Geneviève-des-Brumes serait un endroit maudit où la magie noire s'est pratiquée de nombreuses années et qui a gardé les stigmates des heures sombres vécues par les anciens propriétaires. Il est vrai que cette partie de la terre normande fut longtemps le fief des prédilections des moines soldats à la Croix-Rouge, puisque Thibaut de Payan, protecteur de Gisors, était le fils d'Adélaïde, sœur duc de Payan, premier grand maître de l'ordre du Temple. Il y a eu des coups frappés aux portes, des tintements de cloches qui sont entendus à l'intérieur des greniers. Le souffle glacial qui émanait de certains murs témoignerait de la présence de Templiers dont l'écho du martyr résonnerait encore dans les mémoires. Et nous sommes 7 siècles plus tard. La tragédie qui a eu lieu dans ce lieu a été sombre, comme bien souvent toutes les histoires avec les Templiers et les hérétiques. Le 18 mars 1314 est une date qui marque la fin de 7 ans de procédure, de torture, d'infamie. En bref, du bras de fer qui oppose le roi Philippe IV et les puissants et redoutés chevaliers de l'ordre. Vous avez Jacques de Molay, vous avez qui était le grand maître du temple, vous avez Geoffroy de Charnay, qui était le percepteur de Normandie, et qui sont arrachés aux sordides cellules où ils croupissent, jetés dans une charrette et traînés sur l'île aux Juifs face au jardin du palais de la cité où ils vont être brûlés vifs. Dans les temps anciens, naguère encore, les moines guerriers prenaient rang parmi les princes de sang et soudain, ils ont été brutalement accusés d'hérésie, de sortilège, de sodomie, etc. Héritiers et continuateurs des expériences orientales qu'ils avaient découvertes durant leur séjour en Terre Sainte, l'ordre a donc accumulé une fortune qui est énorme, notamment par la voie de ces opérations qui étaient déjà à cette époque-là des opérations bancaires. Ils ont en effet inventé la banque moderne et leurs commanderies servent de coffre-fort et de lieu de dépôt. Et du coup, ils vont recouvrir les dettes et assurer les transports de fonds. Ils diffusent le chèque sous forme de lettres de change. Cette fortune est bien le roi Philippe le Bel, désargenté au point qu'il est réduit à produire de la fausse monnaie, veut bien évidemment se l'approprier. Alors, en inaugurant la première opération de police de l'histoire de France, il les fait tous arrêter le même jour, à vendredi 13 octobre, et la commanderie du manoir n'échappe donc pas à la règle. Je pense qu'à l'époque, les banques se faisaient pas pirater, pas de cette façon-là, pas de façon, comme nous le connaissons avec Internet, mais ils se faisaient voler, ils se faisaient braquer, exactement. C'est ce que je vous explique là maintenant, hein, c'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est ce qu'il a fait. Lui, il voulait l'argent de la banque, donc il les a tous
attrapés et il les a tous brûlés. Merci à la technologie. Et ça ne change rien de toute façon. Les interrogations commencent sous le haut commandement de l'Inquisition et les inculpés vont alors défiler. Il y aura des séances de torture qui vont se succéder évidemment et les Templiers sont évidemment accusés entre autres de pratiquer de la sorcellerie et de vénérer des idoles venues des mystères des Orients et rapportées des croisades. Ben un peu Malili. Ça les aide énormément. Oui, dans le sens où on peut être piraté de très très loin, alors que là, il fallait faire un voyage pour le faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le résultat reste pareil. C'est qu'on veut toujours, il y aura toujours des gens qui seront là pour vouloir s'accaparer ce que vous avez. Même pas grand-chose. On a déjà vu des gens qui se font tuer pour 20 ou pour 50 euros, ou pour un téléphone, ou qui se font frapper, ou des gens qui sont dans des petits magasins qui se font braquer la caisse pour 100 euros. Ça s'est déjà vu. Donc, au final, on est toujours dans ce mouvement où l'être humain n'est jamais content de ce qu'il a et qu'il lui faut toujours ce que le voisin il a. C'est aussi simple que cela, hein. Si vous êtes pauvre et que votre voisin il est riche, eh bien, il y a des gens qui vont envier le voisin parce qu'il est riche. Les autres ne l'envieront pas nécessairement parce qu'il est riche. Ça, c'est juste une question de, de respect par rapport à la personne. C'est pas parce qu'elle a de l'argent qu'on a le droit de lui prendre ce qu'elle a pour s'enrichir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à l'instar du grand maître qui, du haut de son bûcher en flammes, a maudit ses bourreaux, les moines rouges de Saint-Geneviève auraient-ils lancé l'anathème sur leurs assassins et sur leurs âmes, et est-ce qu'elles continueraient d'hanter le lieu de leur supplice? Il y a énormément de témoignages de visiteurs comme des habitants qui disent que le manoir est hanté par la présence de plusieurs euh, entités et les propriétaires s'y sont succédés, mais aucun n'est resté très longtemps dans ce lieu. Tous, quels qu'ils soient, ont été victimes de phénomènes paranormaux. Et quant à leur séjour dans le manoir en lui-même, eh bien, ils ne laissent pas les... Ils ne cessent pas nécessairement en faire, mais ce qu'il y a, c'est que les apparitions qu'ils voient, euh, quelque part, ça leur fait peur parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de voir et pourquoi. Les apparitions donc spectrales, puisqu'il y en a, ont lieu surtout la nuit, lorsque les brumes montent de la rivière et commencent à envahir le parc. Ça devait être bien chargé pour partir comme ça. C'est clair. Il y a des fameux coups sourds et des sonneries de cloches qui retentissent comme si elles étaient venues de nulle part, à l'intérieur du manoir. Donc, c'est même pas à l'extérieur. Donc, on peut même pas dire que ça vient d'un clocher éloigné, etc. Non, on les entend de l'intérieur. Il y a un souffle glacial qui envahit les pièces, notamment la grande salle, et s'engouffre dans l'escalier menant au premier étage. Les portes claquent toutes seules, les objets bougent tout seuls, et une femme inquiétante, le visage blême et à l'aspect décharné, glisserait à travers les portes des chambres. Ça, c'est ce qui a été rapporté, qui aurait été vu.
Après, vous savez tout comme moi que des témoignages paranormaux, on en a un petit peu n'importe où, hein. Il faut pas nécessairement avoir quelque chose de hanté pour avoir des événements paranormaux. D'ailleurs, que vous soyez mis n'importe où, que votre maison soit bâtie n'importe où, votre appartement ou le building ou n'importe quoi, même le lieu où vous travaillez, vous ne savez pas, il y a plusieurs siècles, ce qui s'est passé où vous avez votre lieu. Quand on avait été à Waterloo avec Logan et Hello pour Kevin, des couloirs du temps, pour ceux qui ont connu, euh, eh bien, on avait été chez une particulière qui vivait dans une maison et qui vivait des phénomènes paranormaux et elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. À ce moment-là, je n'avais pas encore la Spirit Box. J'utilisais encore une radio avec le balayage des ondes. Cette enquête, elle n'est jamais sortie sur Internet parce que la propriétaire ne voulait pas que, enfin, on a filmé pour nous, hein, mais elle ne voulait pas passer sur une chaîne ou quoi que ce soit. Donc on avait juste filmé. Et dans cette radio, on a eu des bruits de tirs et de bagarres. Et quand j'en ai parlé avec la propriétaire, eh bien, elle m'a dit, mais en fait, il y a eu une partie de la bataille de Waterloo qui s'est faite ici sur le terrain où est la maison. Il y en a quand même plus sur les cimetières indiens. Après, ça, je pense que euh, c'est plus des légendes. Tu sais, ici, Carpaccio, il y a eu des charbonnages, donc il y a eu des gens qui sont morts aussi dans les charbonnages, etc. Je pense que tous les lieux sont chargés de leurs histoires et on ne connaît pas nécessairement les histoires d'il y a 5, 6 siècles, 10. Ça doit faire tout drôle d'entendre des tirs de guerre. Alors, c'était des tirs d'armes, hein. C'était des tirs d'armes et des cris de bataille. Bon, alors, on était à Waterloo, hein, donc on s'est bien douté qu'il y avait quelque chose qui était en rapport, mais de là à savoir que où était la maison, ça avait fait partie de la bataille de Waterloo, puisque à ce moment-là, il y avait moins de maisons, c'était toutes des nouvelles bâtisses sur celui-là, l'une à côté de l'autre, hein, toutes des villas. Et elle a quand même quitté la maison et elle est partie vivre à l'étranger. Je ne saurais plus vous dire où, mais elle est partie vivre à l'étranger. Elle a quitté, elle est partie. Donc voilà. Alors, à l'extérieur de la maison, il y a la partie nord qui n'échappe pas non plus aux manifestations étranges. Il y a plusieurs personnes, dont un braconnier qui visitait le parc la nuit, qui aura perçu une sorte de cercueil qui rappellerait les sarcophages égyptiens. Il apparaît soudain avant de disparaître aussi brutalement quand on l'approche. Cet objet serait aussi parfois visible au détour des couloirs de la maison, mais aussi dans ce qui fut autrefois le moulin. Ces phénomènes paranormaux seraient également observables le jour, et il y a plusieurs témoins qui auraient constaté la présence au bord de la rivière des silhouettes de moines dont se distingueraient les vêtements blancs marqués d'une croix écarlate. À la minute où on fait un pas en direction du groupe, eh bien, ça disparaît.
Je sais que Tony avait été dans un lieu, comme ça, de ce genre-là, il y a quelques années. Ils avaient eu une autorisation et je ne sais plus si je me demande si c'était pas là d'ailleurs. Faudrait que je lui demande. Donc du coup, on est en droit de se demander qui sont ces résidents, clandestins qui se frayent un chemin dans les, ténèbres et dans le brouillard. Est-ce que ce sont de malheureuses victimes de massacres de chevaliers du Temple? Pourquoi voit-on un sarcophage? Ces tintements de cloche d'où viennent-elles? Cette femme au visage tourmenté? Les tortures et les actions atroces qu'ont subi les Templiers ont-elles marqué à jamais les lieux de leur supplice? Cette commanderie tranquille s'est-elle transformée un temps en bûcher et garde-t-elle le souvenir justement de l'horreur qui a été vécue? Seules les brumes de ce château qui montent de la rivière semblent connaître la réponse à ces questions, car personne n'a encore pu avoir d'exactitude, de réponse sur l'exactitude euh, de ce qu'il y aurait dans ce lieu. Ce sont hélas des lieux qui sont très loin parce que ce sont vraiment des lieux que j'aurais aimé pouvoir investiguer. Donc ça, c'était pour le manoir Sainte-Geneviève des Brumes. Euh, C'était le deuxième lieu dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'en ai choisi 4. Moi, j'ai fait une demande pour avoir une autorisation pour aller dans un château il y a une semaine. Il y aura une semaine demain que j'ai fait la demande. On ne m'a même pas répondu au mail. Donc là, on en a parlé avec Aurora. Il y a 2 endroits où on va demander. Euh, je vais sûrement écrire, préparer les mails pour regarder. Il y a 2 endroits qui seraient intéressants de faire, mais à voir si on va avoir les autorisations. Parce qu'ils ne prennent même pas, et chez nous, ils ne prennent même pas le temps de répondre. Si le truc ne les intéresse pas, ils répondent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourtant, ils louent des salles, etc., hein. Donc, ce qu'on fera avec Aura, ben, c'est qu'on ira sûrement visiter, mais visiter avec une caméra et un K2 peut-être, mais on ne saurait pas faire grand-chose d'autre. Après, il y en a un autre hein, dont on a parlé avec mon mari qui m'a donné l'idée. Là, on peut faire des shootings photos, etc. Donc, je vais me renseigner aussi chez eux, voir si il y a moyen d'avoir un accès à un certain moment. Nous aussi, c'est du shooting, hein. Photo un peu particulière, mais voilà. Donc voilà, donc nous on a fait la maison de Paris, la maison Frochot et le manoir. Alors maintenant on va parler de l'abbaye de Mortemer. Est-ce que certains connaissent cette abbaye? Elle est très 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 connue. Euh, et il y a énormément d'enquêteurs qui ont été dans ce lieu. Je pense que elle est aussi connue que le château de Fougeray. Ils se font shooter. C'est en France, Chopin. Donc, au XVIIIe siècle, non, attendez, je dis une connerie, moi. Au XIIIe siècle, je dis vraiment une bêtise. Pas du tout, peut-être que si je la voyais. Bah, vous allez la voir après, hein. J'ai, il y a des endroits qui sont juste des vestiges du château. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Au XIIIe siècle,
L'abbaye de Mortemer atteint son apogée. L'abbaye accumule terres, richesses, possédant des maisons à Rouen, à Paris et à Beauvais. Philippe Auguste reconnaît ses titres et en 1318, elle obtient le droit de prison. Mais la guerre de Cent Ans marque le début du déclin et les troupes anglaises en campagne en Normandie s'y installent et provoquent donc énormément de dommages. Ah oui, ce lieu se trouve aussi en Normandie. Au XIVe siècle, l'abbaye passe sous le régime de la commande, ce qui signe une lente dégradation. Les abbés, plus intéressés par les revenus que par l'entretien de ce site, laissent les bâtiments se détériorer. Et les efforts de restauration de cet endroit au XVIIe siècle sont vains. Et c'est en 1680 qu'il y a un coup de vent qui provoque l'écroulement des voûtes du chœur. En vrai, ça me parle. En 1791, la Révolution dissout officiellement l'abbaye. Le mobilier est dispersé et les bâtiments vendus comme biens nationaux. Ça servira de carrière de pierre et du coup, elle va subir une destruction progressive. Elle sera quand même classée monument historique en 1966 et l'abbaye de Mortemer reste un site patrimonial majeur. Vous verrez, hein, il y a beaucoup de ruines, mais ça reste quand même un lieu qui fait partie de monuments. Son grand logis du XVIIe siècle abrite un musée dédié à la vie monastique et aux vestiges historiques de cette région. Le site accueille donc des événements culturels, des reconstitutions historiques, etc. À cette abbaye est liée de nombreuses légendes. D'ailleurs, Mortemer est surnommée l'abbaye la plus hantée de France. Ces récits incluent l'apparition d'une dame blanche, les spectres de 4 moines assassinés, ainsi que la fontaine des célibataires, réputée pour influencer la destinée amoureuse de ceux qui s'y arrêtent. Caro, tu dois aller à cette fontaine. Je pense que ton amoureux a dû se prendre la fontaine en voiture. Aujourd'hui, l'abbaye continue d'attirer les curieux, mêlant patrimoine et mystère. Mais quelles sont les histoires reliées à cet endroit, Lily? Ben oui, elle me dit toujours qu'il s'est perdu. Mais il est peut-être tombé dans le puits, tout simplement. Caro, comment est-ce qu'elle dit ça? Euh, je sais plus comment elle dit ça. Son chéri. Mais elle dit ça autrement, Caro. Il ne mâche pas droit ton prince. Voilà, son prince. Merci. Merci, Ryan. Je cherchais après. Donc, cette abbaye, euh, comment, est fondée en 1134 en Normandie et elle est aujourd'hui connue pour son histoire religieuse que pour ses histoires fantastiques. Dans le puits. Ces ruines, témoins du passé, alimentent les légendes qui en font l'un des sites les plus hantés de France. Depuis des siècles, il y a des rumeurs qui circulent
sur d'étranges phénomènes observés dans cette abbaye et dans ses environs. Il y a des apparitions, des bruits inexpliqués, des silhouettes fugaces qui intriguent les visiteurs. Ces récits ont traversé le temps, renforçant la réputation surnaturelle du lieu et attirant bien évidemment les amateurs de paranormal. Il est dans le talus là. Mais non, il est tombé dans le puits. C'est pour ça qu'elle ne l'a jamais vu. C'est parce qu'il n'arrive pas à sortir du puits. Il attend une main secourable. Caro, elle a dû s'endormir. Sinon, elle aurait déjà réagi dans le chat. La plus célèbre légende de Mortemer est celle de la Dame Blanche, qui serait le spectre de Mathilde, l'empresse fille d'Henri Ier d'Angleterre. Elle entrait l'abbaye, errant entre les pierres, apparaissant à ceux qui croisent son chemin. Il y a des récits aussi qui racontent l'histoire de 4 moines exécutés pendant la Révolution française. Leur âme errait toujours dans l'abbaye et il serait visible sous forme d'ombres fugaces ou ressenti à travers des courants d'air glacés. Ces présences spectrales auraient été rapportées par beaucoup de témoins au fil des décennies. Certains visiteurs affirment avoir entendu des chants grégoriens résonner dans les ruines, bien que personne ne soit présent. D'autres évoquent des sensations étranges, comme des frissons inexpliqués, des murmures à peine audibles dans les galeries désertes. Ce lieu est chargé d'histoire. Depuis les années 1980, l'abbaye de Mortemer est devenue un site prisé pour les enquêteurs du paranormal. Certains chercheurs affirment y avoir capté des phénomènes inexpliqués, renforçant évidemment l'aura de ce lieu. Franchement, j'aurais dû habiter en Normandie, il y a tellement de lieux super intéressants. En 1921, un exorcisme aurait été pratiqué dans l'abbaye pour chasser les âmes tourmentées qui s'y attardaient. Et plus récemment, il y a des photographies et des enregistrements audio qui ont prétendu révéler des anomalies étranges. Aujourd'hui encore, l'abbaye attire curieux et passionnés. Que ce soit dans le paranormal ou dans l'ésotérisme, ils sont tous venus tenter d'apercevoir les ombres de Mortemer et percer les mystères qui entourent ces ruines. Mon voisin où j'habitais avant mettait la musique à fond pour le calmer. Je mettais des chants grégoriens. C'est con que... Ben, je connais des gens en Normandie. Bah, Tony en premier. Mais le problème, c'est d'aller jusque-là, tu vois, Carpaccio. Exorciseur, mais c'est pas fictif ça. Alors, théoriquement, l'exorcisme, bah, ça se passe sur des personnes, mais va savoir, tu sais, dans les pratiques religieuses, si ça se trouve, ils ont voulu faire un exorcisme du lieu pour libérer des âmes emprisonnées. Moi, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Alors que tout ce qu'il fallait, c'était peut-être juste faire un passage, euh, un passage d'âme. Hmm. Ouais, c'est chaud. Après, si les exorcismes de lieu, ça marchait, on serait tous au courant, je pense.
Faites-moi penser quand on aura terminé avec les lieux, ou alors je peux vous le faire ici. Je vais vous le faire ici. Je vais vous demander ici, si jamais vous connaissez des gens qui sont dans le nord de la France, ou en Belgique, hein, dans notre région, ou dans le nord de la France, et que cette personne vit des phénomènes paranormaux, vous pouvez la diriger vers nous. Avec Aurora, on ira avec plaisir faire une enquête chez ces personnes. Il faut savoir qu'on ne demande rien du tout pour les enquêtes. Voilà. Euh, et après, on fait nettoyage des lieux si besoin, etc. Si vous connaissez quelqu'un qui vend sa maison et que la maison est vide, eh bien, vous pouvez aussi leur demander si on peut accéder au lieu la nuit pour y faire une enquête. Et si vous avez le moyen d'avoir des autorisations pour aller dans des lieux où nous, on n'arrive pas à aller, eh bien, vous pouvez aussi nous contacter. Si c'est vous ici sur le chat ou que vous me connaissez, vous savez où me contacter, Discord, Instagram, TikTok. Mais après, si vraiment vous avez besoin de me contacter et que vous n'avez pas tous ces renseignements-là, il y a mon adresse email sur ma chaîne YouTube. Mais après, d'un côté, il y aurait beaucoup plus de témoignages que ça. C'était vraiment réel comparé au poltergeist. Après, un poltergeist, Ryan, j'ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne, bien souvent, on en fait des tonnes et des tonnes, mais tu sais que ce briquet, s'il bouge sur mon bureau, sans que je n'effectue quoi que ce soit pour faire bouger mon briquet, et que c'est une entité qui fait bouger mon briquet, ça s'appelle un phénomène de poltergeist. Un phénomène de poltergeist, c'est pas nécessairement une chaise qui s'en va se fracasser sur un mur. Tout ce qui est le fait que la chose, elle bouge ou qu'il y a une interaction avec un objet, c'est un effet de poltergeist. Donc tout ce que l'on vous dit dans les films ou dans certains trucs, oh, il y a un poltergeist, il y a une chaise qui a volé au milieu de la pièce. Mais même votre briquet qui bouge de droite à gauche et qui fait un petit déplacement de 1 centimètre, c'est un poltergeist. Oui, c'est ça, Ryan. Je vais voir mon fils, j'arrive, j'en ai pour 2 minutes. Oui, t'inquiète, choupi. Donc voilà, mais même si vous êtes dans le sud, hein, que vous connaissez des personnes dans le nord ou quoi, voilà. C'est limite normal le poltergeist. Oui, mais c'est ça, mais les films, ils en ont fait un truc de ouf, hein. Mon mari, il a filmé ici, dans la pièce, il n'y a pas longtemps. J'ai un porte-bijoux ici, avec mes chaînes, etc. Et j'ai aussi des petites boucles d'oreilles en forme de papillon que j'ai reçues de chez Sabine. J'ai la chaîne et les boucles d'oreilles. Et en fait, il était ici occupé à jouer. Et puis, il voyait, je pense que c'est Chachou qui regardait par là. Et puis, il a regardé. Et en fait, les papillons, ils bougeaient tout seuls sur le porte, le porte-truc. Donc, il a pris son téléphone, il a filmé, il me l'a montré. Voilà. Il y a une fois, je fais 2 cigarettes roulées. Donc, je fais la sienne et je fais la mienne. J'allume la mienne. Et je lui dépose sur la table la cigarette parce que dans le briquet, j'avais mis dans le briquet, dans le cendrier, j'avais mis la mienne et c'est un plus petit cendrier, donc je voulais pas que ma cigarette allume sa cigarette. En fait, et je lui parlais et puis je regarde comme ça et lui, il faisait un truc sur le téléphone, je saurais plus te dire vous dire quoi. Et puis la cigarette, elle a fait ça et puis elle s'arrêtait. Et je lui dis: «Tu vu?» Il m'a dit: «Ouais, j'ai vu». Mais à ce moment-là, on n'a pas la caméra qui est prête à filmer.
Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, hein. C'est parce que nous, on est attentifs à tous ces trucs. Bonsoir, je suis Neptor. C'est pas Nestor plutôt? Bonsoir, bienvenue à toi. Ici, c'est une chaîne où on parle paranormal et ésotérisme. Pour être sur ma chaîne, il faut avoir l'esprit ouvert. Euh, voilà, l'esprit ouvert, il s'est fait bannir. Oh là 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 là, je vous jure, c'est pas possible, hein. Je savais que Ryan allait réagir, obligé. Bon, allez, on continue. Il n'a pas fait long feu. Juste quand Choupi arrive. Alors, le dernier château dont on va parler est le château hanté de Vos. On va commencer notre relation, s'il vous plaît, Nectar. Ah. Noah fait dodo. Ça va alors. Ce lieu est un château qui est inscrit aussi au monument historique d'ailleurs, qui est en immersion dans le château de Vos, où Lucie, un fantôme, aurait été aperçue à maintes et maintes reprises. C'est un château bien gardé, après moult missives diplomatiques auprès d'émissaires qui ont leur entrée dans la demeure. Une messagère à la voix chevrotante communique par téléphone une date, une heure et le protocole d'accès. Le jour dit, promet-elle, un dimanche, après dissipation des brumes matinales, la grille de veau s'ouvrira sur les allées tapissées d'herbes et de cyclamènes pour rencontrer la châtelaine. Là, il faut voir, et ça, c'est toutes des démarches. Elle vous ouvre son lieu, mais vous n'allez peut-être pas nécessairement la rencontrer parce que là, il faut faire d'autres démarches. Devenue propriétaire de ce lieu en 2002, après être tombée amoureuse du lieu, sans l'avoir vu auparavant, elle l'a juste vu en photo. Elisabeth Manser, native de Liverpool, s'est installée dans ce château en compagnie de Mr. Angel, son magnifique pan blanc. La châtelaine nous ouvre son lieu, c'est ça. Ancienne ballerine du Royal Ballet de Londres, elle a gardé sa silhouette très fine, son teint de porcelaine et des cheveux longs, très blonds. Mais cela ne fera pas oublier qu'elle vient quand même de fêter ses 73 ans, ce qui suppose que théoriquement on doit la laisser tranquille. Il y aura donc des témoignages de ce qui se passe dans cette maison. Que les portes du château de Vos, cette pépite architecturale dressée à 40 km de l'ouest de Vichy, à Allier exactement, A2LIER, dont les vallons de Bourbonnais s'ouvrent à des visiteurs, c'est un événement vraiment considérable. Il y a une cour de fidèles rassemblée au sein de l'association de sauvegarde du château. Oui, c'est ça, c'est dans l'Allier, c'est exactement ça. Quant à apercevoir un fantôme dont on dit qu'il déambule jadis dans les combles, il ne faut pas toujours croire que l'on va voir ce que les gens y parlent. Parfois, on peut le voir, parfois non. Donc le dimanche, dans ce témoignage, à l'heure dite, personne n'est au rendez-vous.
Devant la grille cadenassée, on a le temps de regarder les cyclamènes qui poussent dans l'allée. Preuve qu'aucune calèche n'a eu le privilège d'entrer depuis très longtemps. Son compte a été banni à Neptor, utilisateur inconnu. Oui, il a déjà fermé son compte. C'est pour ça qu'on dit Foualier. On auscule le blason surmontant la porte close, un cervidé escorté de 2 pans orgueilleux. Avec le mariage scellé en 1272 entre Béatrice, héritière de la maison de Bourbon, et Robert de France, 6e fils de Saint-Louis, le château était entré dans un giron royal. Il en a gardé son caractère impénétrable et 3 heures s'écoulent avant que Alice Marie Flory, cheville ouvrière de l'association du château, se montre enfin. Le visage consterné, sourire gêné, elle dit « Cette maison nous fait perdre la tête », s'excuse-t-elle. Il y a tant à faire, Vos abrite 108 pièces. La grille passée, le décor donne un effet un peu de tournis, tellement c'est beau à voir. Je vous raconte, c'est le témoignage de cette personne. Il longe les champs et des bois centenaires et un large escalier mène à une terrasse qui domine la vallée de la Sioule. Elle va dire que chaque propriétaire a imprimé sa marque sans détruire l'œuvre du précédent. Il y a encore la tour médiévale, le donjon, le chemin de ronde qui mène à la tour de Lucie. Oui, Lucie est le fantôme du château de Vos. Après le long silence, le guide va raconter que dans la région, cette histoire a toujours fait partie des veillées au coin du feu. Donc c'est une histoire qu'on se raconte depuis très longtemps. Il y a ma femelle qui est au bac. Donc si vous entendez gratter, c'est normal. C'est Olympe. Donc qui est donc Lucie? Cette chère Lucie que tout le monde croise. Elle a vécu en 1560 dans ce lieu-là. C'est une jeune et belle servante au service du seigneur Guy d'Elion, qui se privait pas d'exercer son droit de cuissage. On dit que l'épouse était jalouse et qu'elle va faire enfermer la malheureuse Lucie dans une tour du château. Elle va la laisser alors mourir de faim et de froid. C'est là que le fantôme de Lucie va prendre l'habitude de revenir toutes les nuits. 1560, oui. Mais c'est surtout le baron Tagory de la Tour, propriétaire de Vos entre 1969 et 1998, qui s'occupera de redonner du lustre à cette légende. Olympe, viens ma chérie. Viens, viens. Je devais vous la montrer l'autre fois, mais elle s'était cachée. Ici, je vais essayer de la prendre. Viens. Viens ma puce. Viens. Comment ça non? Allez, viens te montrer ici. Viens. Mais viens. Olympe. Oh. Olympe. Viens. Mais viens. Oh, elle est con. Je vous jure, elle est con celle-là. Elle croit que je vais la faire sortir, alors elle s'en va.
Un personnage qui était haut en couleur, il jouait chaque nuit de l'harmonium pour réveiller donc Lucie, dont il était éperdument amoureux. Et oui, il était amoureux d'une entité. En août 1984, le baron fit venir une équipe de l'émission de radio Boulevard de l'étrange. Et à minuit, comme il se doit, il y a des micros qui vont enregistrer des bruits qui sont anormaux. Puis les invités vont assister à un ballet luminescent et Lucie va danser sous la simèse. Plein d'enquêteurs ont fait des enquêtes. Oui, exactement. Est-ce que c'est un canular? Est-ce que c'est une hallucination? On ne le saura jamais. Toujours est-il que le baron et son amante vont devenir alors célèbres et des curieux vont se presser de toute la France pour visiter justement cette forteresse d'Itantée. Aujourd'hui, l'harmonium qui servait à la sérénade dort au premier étage. Il est accroché sur un mur et vous avez une affiche jaunie qui indique dans cette tour fut pour la première fois au monde photographié et enregistré un fantôme. Tout illuminé qu'il était, l'aristocrate s'y connaissait donc déjà pas mal pour attirer le monde. Au rez-de-chaussée, dans la cuisine, la propriétaire s'évertue à ignorer les bruits qu'il y a aussi. Elle, elle aime vraiment son lieu et elle n'a vraiment pas envie d'écouter ce qui se passe ou ce qu'il y a eu comme vécu. Elle veut laisser les choses telles qu'elles sont. Surtout qu'il y a une histoire racontant la vengeance de Lucie. Alors, cette vengeance, quelle est-elle? Eh bien, l'explication semble plus prosaïque. C'est que la maudite tour du fantôme est soudain mise à pencher dangereusement. D'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, la tour est sur le quinquin et elle menace d'ailleurs de tomber. Il y a eu plusieurs arrêtés de péril qui ont été obligés de fermer le château d'ailleurs aux visiteurs. Puis, l'intégralité du domaine, parc inclus, a été frappée en 2014 d'une interdiction d'accès au public, alors que cet espace de 13 hectares constituait un lieu de balade qui était apprécié dans la région. C'est alors qu'évidemment, le voisinage va grogner parce qu'il voyait d'un mauvais œil ce genre de festivités. Et je vais faire dodo, je pique du nez, désolée. Non, c'est pas de souci, choupi. Repose-toi bien. Euh, Parce que ça les dérangeait un peu, les festivités, etc. Donc, cet interdit va étouffer les finances du château, mais Élisabeth, elle va tout faire pour conjurer le sort. Elle porte maintenant un projet plus classique. Elle voudrait faire tout réaménager le château avec des aménagements permettant un accès même aux personnes handicapées. Un fonds de donation a été créé. L'association de sauvegarde a lancé une souscription pour financer les rénovations et la chasse aux subventions a été ouverte. En attendant, eh bien, elle regarde toujours de sa cuisine son pan et son chat noir, parce que oui, elle a un chat noir. Et elle boit du thé flegmatique comme une reine anglaise, qui est aussi lumineuse que Julie, parce que Julie, qu'est-ce que je vous raconte? Que Lucie, parce que les photos qui ont soi-disant été prises sont aussi claires que si la photo, elle avait été prise d'un humain.
Vous savez, quand on prend des photos d'entité, c'est toujours un peu flou ou c'est, une silhouette approximative. Ce n'est jamais, quelque chose de parfait. Or là, les photos qui avaient été faites, par monsieur, c'est Philippe, je pense, eh bien, elles étaient parfaites, comme la photo d'un être humain. Donc voili voilou. Ah ben, elle était se coucher sur le tapis. Je vais vous montrer la petite vidéo pour que vous voyez, les différents, attendez, elle est là sur mon bureau. Oh, elle a été se mettre sur l'autre. Oui, je sais, vous n'avez que la musique. Ah ben regardez, je vais vous montrer Olympe. Elle est venue se mettre à côté de moi. Viens, allez, voilà, voilà la princesse. Et ça, c'est la chérie à Chachou. Ah, ma chérie. Oh, la belle Didine. Eh bien, c'est elle qu'on avait jetée dans mon jardin avec le chat, le vieux chat noir et blanc. On se demande même si, en fait, c'était pas un de ses petits ou un truc comme ça. Voilà. Tu restes maintenant? Allez, reste. Tiens, on va. Allez, on va passer pour la vidéo. Sur la vidéo, je vous passe sur le mode jeu. Tac. J'ai nommé chaque. Attendez, je vais vous descendre un peu la vidéo. Le petit plus vieux qu'elle. Ouais, il y en a un qui est beaucoup plus vieux, il a 15 ans. Allez, au fait, Chadou, je sais pas si tu as vu, mais au moment de ton anniversaire, tout le monde t'a souhaité bon anniversaire. Enfin, tous ceux qui ont vu dans le Discord que c'était ton anniversaire, qui te l'ont souhaité dans le salon anniversaire, justement, et aussi sur le blabla. Mais il y en a qui l'ont mis dans le blabla et d'autres qui l'ont mis dans le salon anniversaire. Alors, la première, c'est la maison Frochot et vous allez avoir chaque fois l'inscription là au-dessus. Donc voilà. Et c'est ça que je vous disais, hein, l'allée et dont on parlait avec Carpaccio. Vous savez, l'allée ici, mais apparemment, ce serait fermé aussi sur la rue. Allez, go.